Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation ainsi que le test de cette charge électronique de référence DL24 achetée sur AliExpress. Si jamais le produit vous intéresse, vous retrouverez son lien en description, comme d'habitude. Concernant ce qui est livré avec cette charge électronique, on va commencer déjà par une alimentation secteur, 12 volts 1 ampère, avec un adaptateur pour prise française en plus qui est fourni, car la prise fournie avec n'est pas une prise française. Je ne sais plus à quel pays correspond cette prise, mais de toute façon, cela va être coupé et remplacé par une prise française incessamment sous peu. Ensuite, nous avons un adaptateur pour différents connecteurs qui va venir directement se visser sur le bornier ici présent. Un connecteur 5,5 mm, un connecteur mini USB, micro USB et USB type C. Nous avons ensuite également une sonde de température qui livre avec, pour pouvoir mesurer la température sur une batterie ou un chargeur qu'on est en train de tester. Nous avons également 4 fils avec pince crocodile, donc 2 rouges et 2 noirs. Le câble est d'une section de 18 AWG et d'une longueur de 18 cm. Et pour terminer, nous avons également un câble USB vers micro USB qui est fourni avec. Bien entendu, ça semble logique. On a également des notices qui sont fournies avec. Donc déjà une petite notice pour nous indiquer comment câbler, soit avec un câblage de 4 fils ou un câblage de fils. Et une petite notice disponible en anglais ainsi qu'en chinois. Donc, le côté anglais ici, le côté chinois de l'autre côté. Alors, je vous la passe rapidement, je ne vais pas m'attarder à détailler ça en détail, tout ce qu'il y a pu avoir dessus. Bon, voilà. Après, je vous laisse faire pause si vous voulez lire tout ce que vous voulez regarder, tout ça. En sachant que le modèle de la charge électronique qui est indiqué sur la photo qui est juste devant vous ne correspond pas au modèle présent ici. Pour le constater, ici nous avons un bornier. Ici, les différents connecteurs sont directement soudés dessus. C'est un petit peu différent. Ensuite, voilà, je vous passe ces trucs en vitesse. Vous regardez. Je vous laisse passer. Voilà. Je laisse faire pause. Et ici, on a toute la partie communication, qu'on va voir ça après. Maintenant, concernant les caractéristiques techniques de cette charge électronique. Alors, déjà niveau dimension, elle est assez grosse quand même. Elle fait 15,5 cm par 9,5 par 7 cm de haut. Au niveau des caractéristiques électriques, alors, on n'a pas beaucoup d'informations qui sont écrites clairement sur AliExpress. Après les autres informations, j'ai réussi à les récupérer en faisant tourner la charge et en la testant un petit peu. Donc déjà au niveau des caractéristiques électriques sur AliExpress qu'on a, on peut appliquer une tension de test de 2 à 200 volts. Bien entendu, cela est une tension continue. Un courant de test qui est compris entre 0,2 et 25 ampères. Et une puissance donc pour la version DL24 que je possède de maximum 150 watts. Et pour la version DL24P, nous serons sur une puissance qui sera maximale à 180 watts. Mais bon, dans mon cas, 150 watts c'est largement suffisant. J'ai donc choisi la version DL24. Concernant après les autres caractéristiques qu'on peut avoir. Donc déjà, c'est une charge électronique qui a plusieurs modes. Qui va avoir le mode courant constant, tension constante, puissance constante ainsi que résistance constante. Également, vous pouvez venir régler une tension minimale sur l'entrée qui va venir couper le test de la charge électronique. Après, comme vous avez pu le constater, c'est une charge électronique 4 fils qui a possibilité d'utiliser également en version 2 fils. L'avantage d'avoir une charge électronique en version 4 fils est d'avoir une mesure de tension bien plus précise qu'avec une charge de fil. Dernier point important à préciser sur cette charge électronique, c'est qu'on a une connectivité Bluetooth ainsi que micro USB. Il y a une application disponible pour téléphone qui s'appelle eTest, que j'ai installée et que j'utilise quand je m'en sers, et qui est extrêmement bien foutu je trouve et très pratique. Et nous avons également un connecteur micro USB qui nous permet de connecter ça sur un PC, avec une application également pour récupérer les différentes informations. Alors, je tiens à le préciser tout de suite, nous verrons pas dans cette vidéo la partie PC, car il ne me semblait pas pertinent de l'installer sur mon PC parce que l'application sur téléphone est très bien et très complète, donc ça me convenait parfaitement. Également, je suis pas trop fan d'installer des logiciels chinois sur mon PC, même si, d'après ce que j'ai pu faire comme différents tests, il n'y aurait pas de virus dans le fichier installé. Mais bon, par précaution, je n'ai pas voulu prendre ce risque. J'en ai donc terminé sur la partie caractéristiques, les différentes fonctions qu'embarque cette charge électronique. Nous allons maintenant se retrouver non pas sous le microscope électronique, le PCB est beaucoup trop important, mais sous une vue rapprochée du circuit pour voir les différents composants qu'on va retrouver dessus. J'installe tout ça et on se retrouve tout de suite. De retour pour voir un peu plus en détail le composant qu'on va retrouver sur le circuit. Alors, avant de faire la charge à courant constant, j'aimerais vous montrer un petit peu plus en détail comment est constitué ce petit adaptateur avec un petit peu tous les connecteurs qui existent. Donc c'est un PCB, rien d'utile plus simple avec tous les connecteurs. Pour tout ce qui est connecteur USB, c'est des montages en surface, en CMS.
Le connecteur 5 mm, lui par contre, il est directement soudé à travers. On a les autres bandes qui dépassent ici. Alors, après, on a également une LED dessus pour pouvoir nous indiquer qu'on a bien du jus. Rien de très extraordinaire, j'avouerai à ce niveau-ci. Le seul petit point négatif quand même que je pourrais souligner, c'est au niveau de l'USB-C. Personnellement, je n'ai pas réussi à avoir plus de 5 volts sur l'USB-C. En le branchant directement, soit une powerbank, ou en tout cas, moi, je n'ai qu'une powerbank qui permet de délivrer du USB-C. Mais on n'a que du 5 volts. Donc, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir les autres tensions disponibles? Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai pas réussi. Ça serait quand même bien qu'on puisse bénéficier des tensions disponibles par l'USB-C, parce que, je rappelle, mais il me semble qu'on doit pouvoir monter jusqu'à 20-21 volts avec l'USB-C. Donc, ça serait plutôt sympathique de pouvoir tester toutes les tensions que peut délivrer à peu près tous les courants la technologie USB-C par rapport soit à la powerbank ou à l'adaptateur sélecteur qu'on utilise. Donc c'est un petit peu négatif. Après, peut-être que c'est faisable. En tout cas, moi, j'ai pas réussi. Sinon, il y a possibilité d'avoir une petite magouille en utilisant un adaptateur qui permet de communiquer avec la source d'énergie USB-C et d'avoir le bon protocole pour délivrer la bonne tension par rapport à ce qu'on veut. Donc c'est une petite magouille. J'ai commandé les circuits récemment, je les ai en ma possession. Je vous ferai une petite vidéo à ce sujet prochainement en tout cas. Bon, j'arrête sur ce petit circuit, rien de plus à indiquer. Hein. Bon, on n'a pas de fusible, on n'a rien de tout ça, c'est juste un PCB avec des pistes dessus. Rien de très extraordinaire. Concernant donc maintenant la charge à courant constant, alors je propose qu'on commence par la gauche, qu'on tourne dans le sens horaire et qu'on termine par la droite. On ira également voir après les différents composants, ce qu'on peut retrouver autour du ventilateur. Donc on va commencer par ici. Alors là, on va retrouver un connecteur pour la sonde de température extérieure. Ensuite ici, un bornier, 4 emplacements, 4 fils. Ensuite, là, on va retrouver 2 résistances de shunt, de code R10. Alors, sauf faire de ma part, je ne suis pas expert, mais il me semble que ça doit faire 10 milliohms. 2 en parallèle, ça fait 5 milliohms. Ensuite ici, résistance, condensateur, un circuit intégré, où malheureusement, je n'aurai aucune référence, car ça a été passé au laser pour effacer la référence. Ici, on semblerait qu'on ait un quartz, un oscillateur, avec une fréquence de 3,5758. Bon, je vous laisserai faire pause si vous voulez voir ça un peu plus en détail. Mégahertz, je suppose. J'avouerai qu'au niveau fréquence, quartz, tout ça, je m'y connais pas du tout, donc apprenez avec des pincettes. Après, encore des résistances, des condensateurs. Ici, notre puce, qui elle a beaucoup plus de broches, et visiblement, j'aurais tendance à dire qu'elle doit sûrement gérer la partie écran, parce qu'on n'a pas vraiment de quartz à côté. Ici, on a 2 autres puces, donc de référence A63A. Quand on regarde dans datasheet, on tombe sur des amplificateurs opérationnels. Là-bas, au fond, on a un autre composant. Alors, j'ai cherché la référence sur Internet. Alors, je suis tombé sur un régulateur de tension, mais ouais, j'ai des doutes quand même sur son fonctionnement. C'est pas très clair, en tout cas, je suis pas expert en analyse de datasheet. Et j'aurais tendance à dire que c'est un régulateur 3 volts ou 3,3 volts, en tout cas. Bon, de toute façon, on pourra quand même constater que c'est bien un régulateur de tension parce qu'on a bien condensateur sur l'alimentation, condensateur sur la sortie. Après, là, on retrouve encore des condensateurs, des résistances. Ici, une diode, visiblement. Là, la puce Bluetooth, donc le petit circuit Bluetooth qui est ajouté au PCB de la charge électronique. Ici, un buzzer. Quelques composants encore ici derrière. Ici, 2 LED pour la partie communication Bluetooth. Ici, on a un autre quartz, donc qui semblerait être 12 MHz. Avec ici une puce de référence CH340G. Avec le datasheet sur Internet, on tombe sur un adaptateur pour pouvoir faire des communications en USB. Je suppose donc fortement que ça doit être convertir les signaux que sort l'une de ces 2 puces et pour ensuite pouvoir les convertir en USB pour que ça puisse être utilisé via un PC. Ici, on a également 2 LED pour la partie communication USB. Ici, 4 boutons poussoirs, donc pour différents modes qu'on verra plus en détail par la suite à quoi ils correspondent. Si on tourne maintenant autour du PCB, on va retrouver ici un connecteur de sortie qui, d'après ce que j'ai compris, permet de faire de l'étalonnage ou un truc comme ça, en tout cas. Ici, on a le connecteur pour le ventilateur. Là, ici, le connecteur d'alimentation entre 6 volts et 12 volts. De ce côté-là, on a également un autre composant donc, qui est de référence. Je ne sais pas si vous allez la voir. La référence est juste là devant vous. Donc, la référence est la suivante. STPS 41H100CR. Et quant à le datasheet, on tombe sur une double diode Schottky, d'après ce que j'ai pu trouver en tout cas. Donc après, à mon avis, c'est une histoire d'inversion de polarité ou un truc comme ça. Il y a de très fortes chances. Si on jette un coup d'œil vite fait sur la partie inférieure du PCB, rien de très spécifique. Juste principalement des pistes. Je vous laisse faire pause si vous voulez voir ça plus en détail. On a également pas mal d'inscriptions.
en anglais et chinois. Donc j'ai pas traduit tout cela, j'avouerai. Après, concernant le nombre de couches du PCB, difficile de dire. J'avouerai que là-dessus, je suis pas expert non plus du tout. Après, est-ce que c'est un simple double face? Ça m'étonnerait, parce qu'on a quand même pas mal de circuits, pas mal de pistes. Ça me semblerait gros. Après, c'est fort probable. Et le dernier point au niveau du circuit, ce qu'on va retrouver dessus. Donc déjà, ça va être là-bas, tout en dessous. Je vais essayer de vous montrer ça du mieux que je peux. Donc on va avoir un composant, un gros composant de puissance, qui est, je suppose, un MOSFET. J'en suis pas sûr, c'est une supposition. Je n'ai pas sa référence parce qu'il faudrait que je dessoude le composant pour l'avoir. Donc j'ai pas pris le risque de tout foutre en l'air, tout ça, donc j'ai pas pris le risque de le dessouder. Et également, après, vous pourrez constater au bout de mon tournevis, là, il y a un petit composant qui brille. Et ça, c'est la sonde de température qui permet de mesurer la température au niveau du composant mystère, que je suppose être un MOSFET. Alors, elle n'est pas positionnée parfaitement, j'avouerai. Elle est à peu près à 2-3 mm du circuit, donc il aurait été mieux qu'elle soit vraiment collée ou qu'elle soit carrément sur le radiateur. C'était une modif que je ferai par la suite, mais voilà, je verrai ça de toute manière. Après, ça ne dérange pas, ça fonctionne très bien comme ça. Donc voilà pour ce petit tour au niveau des composants qu'on va retrouver dessus. Je prépare tout pour effectuer un test et on se retrouve tout de suite. De retour pour le test. Je vais tout de suite alimenter la charge électronique. Donc pour cela, il faut que je retrouve le connecteur à l'arrière. Voilà. Donc le ventilo se met en route là, lors de la mise sous tension et il y a un petit bip pour l'écran. Alors, je vais essayer de vous zoomer l'écran pour que vous puissiez un peu mieux voir les différents paramètres qu'on va avoir dessus. Déjà, on va voir un petit peu toutes les fonctionnalités qu'il y a, qu'est-ce qu'on peut régler, tout ça. Et ensuite, on passera vraiment dans le test. Je vais essayer de faire vite sur cette partie-ci. Donc déjà, on a le bouton Setup qui va nous permettre de régler les quelques paramètres qu'on a ici directement sur l'écran. Donc pour cela, on appuie longtemps dessus. Là, on peut régler le type de décharge, donc soit courant constant. Avec le plus et le moins, on peut naviguer. Donc soit résistance constante, puissance constante et tension constante. Dans mon cas, ce qui va être principalement utilisé, ça va être le courant constant et la résistance constante pour tout ce qui est test de panneau photovoltaïque. Ensuite, vous avez le temps de décharge, donc vous pouvez régler le temps de décharge maximal. Donc là, il est réglé sur 10 heures que j'ai réglé moi-même. Après, vous pouvez régler comme vous voulez, à la minute près également. Ensuite, vous avez la tension minimale d'arrêt. Donc moi, elle est réglée à 3 volts. C'est dans le cas où on voudrait tester des accus au lithium. Vous pouvez bien entendu la régler avec une tension aléatoire comme vous voulez. Vous pouvez mettre plus, vous pouvez mettre moins. Moi, je vais la laisser à 3 volts. Et là, tout a été enregistré. Ensuite, si vous appuyez brièvement sur le bouton Setup, vous venez régler la précision d'incrémentation au niveau du courant, soit de la résistance, de la puissance ou de la tension. Par exemple, on va régler de 1 mA en 1 mA. Ici, 10 mA en 10 mA, 1 A en 1 A, et ici, 10 A en 10 A. Pareil pour les tensions et les résistances, hein, ça fonctionne de la même manière. Ensuite, on va voir sur le bouton Start. Donc là, si on appuie brièvement dessus, ça met en On. Là, la tension est inférieure à 3 volts, donc ça n'est pas passé à On, c'est normal. Si on appuie longtemps dessus, maintenant, là, on arrive dans un menu un peu plus précis, un peu plus détaillé, où on va pouvoir régler tout plein d'informations. Alors déjà, on a le paramètre 1, soit du chinois ou soit de l'anglais. Ensuite, pour naviguer, on utilise le bouton Setup. On a le paramètre 2, donc pour supprimer toutes les informations enregistrées. On a le paramètre 3, qui va permettre de faire le 0 sur la tension ainsi que le courant. On a le paramètre 4, qui est par rapport à la calibration de la tension ainsi que du courant pour le paramètre 5. On a la luminosité donc pour le paramètre 6 et paramètre 7. Ils sont tous les deux réglés au maximum. On peut régler ça bien entendu avec les boutons moins et plus pour la luminosité. On a le paramètre 8, donc là par contre j'avouerai que je ne sais plus du tout à quoi ça correspond. Le paramètre 9 qui est par rapport à la correction de température, donc si on constate que la température indiquée n'est pas précise, on peut le régler manuellement. Pareil pour le paramètre 10, donc là c'est la température extérieure, c'est la sonde ce coup-ci. Ensuite on a la puissance maximale, donc à mon avis là où ça va s'arrêter. Je l'ai personnellement réglé donc à 60 watts, parce que je vais effectuer des tests et on vérifiera si ça coupe bien à 60 watts tout à l'heure. Après, en sachant que de base il était réglé à 180 watts, en sachant que moi normalement c'est une version 150 watts. Également, j'ai pu constater qu'on peut passer au-delà des 180 watts. Faire très attention sur ce point-ci, ça pourrait être préjudiciable bien entendu. Ensuite, le paramètre 12 pour repasser en configuration usine et le paramètre 13 pour quitter. Et là ensuite, on appuie sur le bouton Start pour quitter. Voilà. Voilà au niveau de tout ça. Bon. Donc, on va tout de suite passer dans un premier temps au test d'un adaptateur chinois acheté sur AliExpress, 12 volts 3 ampères, qui, par rapport à un premier test que j'ai pu faire avec des résistances, ne respecte pas les caractéristiques. Donc pour cela, je vais brancher directement sur le 230. Donc je fais ça tout de suite. Et je vais venir le brancher ici sur le petit adaptateur que j'ai pu faire.
Donc il va me permettre de moi-même mesurer le courant et de mesurer également la tension, donc avec les deux borniers du centre, parce que c'est là que la tension est mesurée. Au moins, ça me permettra d'avoir une référence par rapport à mes appareils. Donc pour le courant, c'est le UT210E qui va être utilisé. Et pour la tension, ça va être le AN8002. Donc je branche ça tout de suite. C'est bon. On pourra voir qu'ici la LED bleue est allumée, donc obligatoirement tension présente. Et ici, on pourra voir qu'on a bien 12, à peu près 12,15 volts présente. Donc là, je vais venir mesurer le courant. Donc pour cela, je vais me mettre sur un calibre de 2 ampères. Je sais pertinemment que je ne vais pas les dépasser. Je viens faire le DC et je fais le 0. Je fais pareil pour la tension DC. Je me place ici. Et là, j'ai à peu près 12,16 volts. Donc ce qui reste convenable par rapport à la marge d'erreur qu'il peut y avoir. Donc on est bon, pas de problème ici. Je vais démarrer donc la charge. Donc là, je vais faire avec le courant, parce que là, principalement, c'est pour tester le courant de ma petite alimentation. Pour cela, je vais venir régler donc à 10 mA des pas de 10 mA. Voilà. Et là, ensuite, je vais incrémenter tous les 10 mA. Je passe tout de suite en on. Donc là, on n'a rien, c'est normal. Le ventilo est éteint, on n'a pas de puissance, tout est bon. Je commence à augmenter la puissance. Donc là, on voit qu'on a un léger courant. Je vais refaire le 0 pour être bon. Le 0 est fait, on peut démarrer. Donc, je commence à 10 mA. Bon, rien de très extraordinaire. On pourra bien constater qu'ici, on a bien les 10 mA à quelque chose près. Donc là, au niveau précision, on est correct. On pourra constater que l'afficheur bouge énormément au niveau des valeurs. Ceci dit, les 100 mA sont là. 200 mA. Au niveau de la tension, donc on est à 12,01 volts. Ici, on est à 12 volts. La précision est convenable. Donc là, je vais augmenter beaucoup plus. On va vraiment essayer d'aller dans les limites de la petite alimentation secteur. Déjà là, je suis même pas à 1 ampère, je suis à 800 mA et on pourra constater que je suis à peu près à 1,5 volts. Le ventilo vient de se mettre en route. Soit il s'est mis en route parce qu'on est presque à 10 watts, donc c'est à peu près la puissance que j'ai constatée quand il se met en route d'office. Ou alors c'est que la température était trop importante. Donc pour cela, on va faire une vérification simple. Là, on est grosso modo à 9 watts. Si je viens à diminuer la puissance, on passe à 8 watts et là, il s'éteint tout de suite. Donc l'hypothèse qu'à 10 watts, il se met en route à peu près à 10 watts est convenable. Donc ça également, c'est un point important qu'on peut prendre en compte. Également, petit test qui peut être intéressant à faire, c'est de voir à partir de quelle température le ventilo se met en route. Donc là, je suis à 26 degrés. Je vais laisser tourner la charge électronique avec ce courant-là et cette puissance-là. Et on se retrouve dès que le ventilateur s'est mis en route. Je viens de dépasser les 40 degrés. Le ventilo s'est mis en route. Normalement, voilà, on est passé en dessous des 40 degrés. Donc là, maintenant, il s'est éteint. On pourra constater donc que la température d'allumage, c'est 40 degrés. Ou alors, il faut être à peu près à 9-10 watts pour qu'il se mette en route. Au niveau du temps que j'ai dû attendre, il y a bien 15-20 minutes avant que ça atteigne cette température-là. Donc, c'est extrêmement long. Donc, de toute manière, quand c'est des faibles puissances, il ne tournera presque pas. Sinon, maintenant, on va vraiment aller plus loin au niveau du test de l'alimentation 12 volts. On va essayer d'aller au maximum et on va voir un petit peu dès qu'elle va se mettre en sécurité et quel courant c'est. En sachant que je rappelle, elle est donnée pour 3 ampères. Donc là, je monte, j'atteins 1 ampère. Je continue à augmenter le courant, je vais passer à 1,5 ampère. On est à 11,5 volts. Au niveau des informations, là par exemple, par rapport à la partie résistance, RES, en fait, ça nous dit que ça équivaut à une résistance de 7,7 ohms, la charge électronique. Sinon, après, on a également une résistance interne par rapport au courant qui est débité à la tension. Je ne sais pas trop comment c'est calculé, qui est donné aux alentours de 370 milliohms. Bon, en tout cas, c'est pour des batteries, et encore, ça sera à prendre avec des pincettes. Je vais donc maintenant augmenter le courant, 1,6 ampères, 1,7 ampères, et voilà, l'alimentation s'est mise en sécurité. Donc au bout de 1,7 ampères, l'alimentation 12 volts ne supporte plus. Donc voilà, le verdict est sans appel. Alimentation donnée pour 3 ampères, donc ça déjà c'est fait. Bon, premier test, était assez long ce premier test, ils seront plus courts les suivants, je vous rassure. Maintenant on va passer à l'USB-C. Donc j'ai une power bank, je vous montre tout de suite à quoi elle ressemble. C'est une power bank comme ça que j'ai pu acheter sur Amazon. Voilà la marque. Au niveau des caractéristiques, je vous laisse faire pause si vous voulez avoir toutes les informations. Par rapport à ce que j'ai pu dire, donc normalement on devrait avoir que du 5 volts. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vérifier le courant dans ce cas-ci, mais comme nous avons pu le constater précédemment, la tension et le courant sont relativement corrects et relativement fiables par rapport à ce que donnent les appareils de mesure. Donc là-dessus, j'ai pas trop de crainte à avoir. Je capte donc directement la batterie externe en USB-C, ce sera plus simple. Donc ici j'ai bien une tension de 5 volts, donc je passe tout de suite en on et je vais venir augmenter le courant progressivement de 100 mA en 100 mA. Donc pour cela, setup, là 100 mA, 100 mA et j'augmente.
Donc là, la batterie externe, rien à dire, hein, on a bien 5 volts, à peu près 1 watt consommé, 200 mAh. On va passer tout de suite à 500 mAh pour voir un petit peu ce que ça donne. La tension est toujours bonne, 5 volts. Là, 4,7 volts, c'est encore très convenable pour alimenter un téléphone. Hein. Dans mes souvenirs, l'USB, le protocole USB, la tension minimale, ça doit être 4,5 volts. Donc on est large, aucun problème. Je vais pas monter plus haut pour éviter d'abîmer la powerbank, mais les caractéristiques semblent en tout cas respectées. Maintenant, on va utiliser un adaptateur USB, donc 5 volts avec le micro USB. Et là, ce coup-ci, il est capable de délivrer 3 ampères. Donc j'ai pris un câble le plus court possible pour éviter les pertes par effet Joule. Donc, je le branche. Donc on a bien les 5 volts, un petit peu plus même. On va démarrer à 1 ampère, ça sera très convenable. On met en on, on est parti. Donc là on pourra quand même constater que la chute de tension est bien plus importante, hein, déjà 1 ampère, 4,8 volts. On va augmenter, on va voir jusqu'où elle peut tenir, c'est au niveau de cette alimentation. Donc là je suis à 1,5 ampères, 4,7 volts, presque 4,8 hein, grosso modo. Donc ça reste convenable quand même. 2 ampères. 4,77 volts, c'est presque 4,8, encore une fois on a très convenable. 3 ampères, 4,7 volts, aucun problème, elle fonctionne. Donc la promesse est bien respectée, c'est parfait. Maintenant on va passer à des tests un peu plus concrets, j'avouerai. Aussi on va tester les différents modes, parce que là on a testé que avec du courant constant. On va faire ça avec ma batterie, donc batterie 24 volts que j'ai réalisé dans une précédente vidéo, je vais vous mettre en fiche avec le petit i. J'effectue le câblage et on se retrouve tout de suite. Je vous épargne tout ça, on gagne du temps sur la vidéo. Câblage effectué. La puissance arrive donc à chaque extrémité du bornier et au niveau de la mesure de tension, c'est au centre. Donc j'ai mis des pinces crocodiles dans mon cas directement sur XT60. Je prends la tension le plus proche possible de la batterie. Je vais la brancher tout de suite en sachant qu'elle n'est pas chargée à 100%. J'ai donc un peu plus de 23 volts. On va tout de suite déjà passer dans un premier test. Donc le test à courant constant, on abandonne ici dans notre cas, ça ne nous intéresse plus. On va passer maintenant sur un test à puissance constante, par exemple. Pour cela, j'ai plus longtemps sur le bouton Setup. Ensuite, je fais le plus. Donc là, on va commencer par la puissance. On fera la résistance après et la tension par la suite. Hein. Au niveau du réglage, je vais carrément aller de 10 watts en 10 watts parce qu'on a vraiment un gros potentiel sur cette batterie-là, donc il n'y a pas de problème. Je le mets en on tout de suite et on va commencer le test. Donc 10 watts, hein, ça démarre tout de suite, pas de problème. Alors, dans ce cas-ci, dans le mode de puissance constante, les paramètres qui vont principalement changer, ça va être le courant et la tension. En grosso modo, pour résumer, la tension, elle, va diminuer, parce que la batterie va se décharger. Obligatoirement, ça va tirer de plus en plus de courant. Voilà pour le petit test. Là, on a vu que tout à l'heure, j'avais réglé donc, la puissance à 60 watts. Nous allons donc monter jusqu'à 60 watts et voir un petit peu ce qui se passe. Donc, j'augmente 30 watts ici. Je continue 40, 50 watts, 2 ampères 2. Plutôt pas mal. 60 watts. Et voilà, on a dépassé la puissance, ça coupe automatiquement. Donc on voit quand même qu'on a des protections, c'est pas mal. D'après les informations en plus sur AliExpress, il semblerait également qu'il y ait une protection contre les températures et qui fonctionnerait essentiellement avec la sonde de température externe. Donc pour cela on va tester. J'ai mon fer à souder que je vais mettre tout de suite en route. On va relancer le test. Donc là je vais me mettre à 50 watts, hein, juste pour comme ça dire que ça tourne. C'est en route. Je vais me munir de mon fer à souder et on va voir par rapport à la température extérieure. Donc la température extérieure est indiquée ici. Je vais essayer de vous zoomer pour que vous puissiez voir ça convenablement. Et là, ensuite, je vais approcher mon fer à souder au-dessus. En tout cas, moi, la valeur de la température, je la vois et je vous la dire dans tous les cas. 55 degrés, 60 degrés, 100 degrés. On a dépassé les 100 degrés. Visiblement, rien ne se passe. Donc pas de protection visiblement sur la sonde de sortie. J'ai même dépassé les 130 degrés. Rien du tout ne se passe. Donc, en tout cas, sur la sonde de sortie, il n'y a pas l'air d'avoir de protection. Peut-être que les 100 degrés sont réservés à la sonde qui se situe sur le PCB. Là, par contre, pour tester, c'est beaucoup trop complexe. On va passer maintenant à la tension constante. Ça peut être pas mal. Donc, j'appuie longtemps. Ici, plus. Donc, tension constante. Par exemple, dans notre cas, on peut venir effectuer un test avec une tension qui pourrait être, je sais pas, de 22,5 volts, admettons. Et voir une tension constante sur la sortie de la batterie. Donc c'est avec le courant qui va fluctuer en fonction. Donc là, je règle, hein, je vais mettre 22,6 volts, ce sera plus rapide, moins prise de tête. Donc 22,6 volts, on a une tension à vide de 23,11 volts. Je mets en route. Et là, au niveau des informations, donc on a bien 22,6 volts. Le courant va être revu à la baisse à chaque fois, hein, parce que la batterie se décharge, donc vous pourrez le voir.
Là, on est à 2,6 ampères. Et ça dégringole, ça dégringole, ça diminue, ça diminue. Là, on est à 2,55 ampères. Donc, voilà. Au niveau de la puissance, j'avouerai qu'il y a eu un petit cut et je l'ai modifié. Je l'ai réglé à 80 watts parce que là, on dépasse les 60 watts. Puis voilà, rien de plus extraordinaire. On nous a donné aussi une résistance interne de la batterie à 200 milliohms, 210 milliohms. Après, concrètement, je ne suis pas persuadé que dans le cas d'une grosse batterie comme ça soit convenable. On va quand même tester la partie résistance maintenant. Donc là, ça sera pour la simulation d'une résistance en cas de panneau solaire. Ça peut être intéressant également. Donc là, par exemple, j'ai réglé une résistance de 15 ohms. On va dire un truc comme ça au pif. Donc là, je me règle ici. 15 ohms, 15,10, hein, on n'est pas au ça près, bon, ça ira. Là, je mets en route. Et donc, avec cette résistance-là, donc la résistance sera toujours constante. Là, dans ce cas-ci, c'est un bon mode pour tester les panneaux solaires. Un panneau solaire, ce qu'on veut, nous, c'est avoir sa puissance max qu'il peut délivrer. Pour cela, j'avais fait une vidéo à ce sujet, je vous la mettrai en fichier avec le petit i. Et dans cette vidéo, je vous indique que pour pouvoir avoir le courant optimal et la tension optimale, on utilise des résistances de charge, mais une résistance qu'il faut qu'elle soit vraiment précise. Mais la majorité du temps, si vous les achetez les résistances, vous n'aurez jamais la résistance pile poil. Avec cette charge électronique, vous réglez votre résistance, vous laissez votre panneau solaire, vous constatez la puissance max que vous avez potentiellement pu atteindre via l'application. Pour ce dernier test, je vais utiliser ce slot que j'ai acheté à part. Donc pour tous les types d'accus qui peuvent exister, vous avez tous les formats ici indiqués. Bien entendu, le format 1850, hein, ultra connu. J'installe tout ça et on se retrouve immédiatement. Installation faite. Bon. Le seul point négatif que je peux vous donner tout de suite, c'est le fait qu'ici, on n'a aucun support, on n'a aucun maintien. Une 1850 encore, c'est pas trop lourd, donc ça va. Par contre, si on vient mettre le format au-dessus, qui est une 26-650, là, ça va faire trop lourd et ça mettrait vraiment beaucoup de contraintes au niveau du PCB. C'est vraiment pas top. Bon, on va tout de suite faire le test. Dans ce cas-ci, ce qui semble le plus pertinent à faire, c'est avec un courant constant. Donc, je repars dans les règles, dans les paramétrages. Tension constante. Et là, grosso modo, c'est comme si on fait le test d'une accu lithium. 3 volts de réglé. Le temps de décharge, bon, ça pourrait aller relativement vite. Le niveau du courant, ça, on le règle par rapport à ce qu'on veut faire. Donc, moi, je vais me concentrer, par exemple, aujourd'hui sur 500 mA. Je mets en route. Et là, l'accu est en train de se décharger. Le courant, donc, on est à 500 mA, c'est normal. 3,5 volts. On a 1,75 watts de dissipé. Et après, au niveau de la résistance équivalent, donc, que simule la charge électronique, on est aux alentours de 7 ohms. Voilà pour ce petit test. Bon, de toute façon, je ne vais pas durer cette partie-ci plus longtemps. Je vous donne rendez-vous donc tout de suite sur le téléphone pour vous montrer un petit peu l'application, à quoi ça ressemble, quelques paramètres qu'on peut avoir. Je vais conserver l'accu pour vous montrer les différents paramètres, ce qu'on peut également régler depuis l'application. Et après, on se retrouvera pour la conclusion. Nous sommes donc maintenant sur le téléphone. L'application s'appelle iTest. Donc vous pouvez directement la télécharger sur le Play Store, elle est disponible gratuitement, aucun problème. C'est déjà un très bon point positif également, parce que combien d'appareils que je peux posséder avec des modules Bluetooth ou aucune application disponible sur Play Store et qu'il faut bidouiller pour pouvoir l'installer soi-même. Donc c'est vraiment un très bon point positif, j'apprécie. Donc on clique dessus. Là, moi, il reconnaît directement la charge électronique, donc pas besoin d'appareiller. Sinon, si vous voulez l'appareiller manuellement, il vous suffit d'aller dans le petit logo Bluetooth et vous avez toutes les informations qui apparaissent ici. Là, il n'y a rien parce que c'est déjà connecté, donc il n'y a pas de problème ici. Également, vous pouvez venir régler la langue, donc soit ici en chinois ou soit ici en anglais. Donc c'est les deux seules langues disponibles. Concernant après les différents paramètres que vous pouvez voir à l'écran, donc il y a déjà un paramètre qui est malheureusement qui fonctionne pas de mon côté. C'est au niveau du prix de l'électricité. Donc vous voyez, on peut régler de 0,01 à 9,999,99. Malheureusement, si je prends par exemple 0,18 qui est à peu près la moyenne de l'électricité en France, donc je pense le rentrer en tout cas convenablement, je fais entrer, ça ne fonctionne pas. Même si je viens rentrer un tout seul, rien ne s'affiche. Donc bon, c'est un point négatif que je tenais quand même à souligner. Après, au niveau de l'échelle, donc ça bien entendu on peut la régler. Je veux dire, il vous suffit de zoomer dessus, vous vous déplacez avec votre doigt, et on peut la voir, on peut la zoomer autant que vous voulez. Voilà. On est vraiment du choix ici. Pareil au niveau du temps, on peut essayer de revenir un peu en arrière. Bon, là, ça fait pas assez longtemps que ça tourne. Mais par exemple, si je viens paramétrer le courant, donc tout simplement, il suffit d'appuyer ensuite sur les boutons plus et moins. Parce que là, on est déjà en paramétrage courant constant. Donc j'appuie dessus, la charge électronique bip. C'est comme si on faisait une action. Et le courant vient augmenter. On peut également venir décocher les différents trucs si on veut que la puissance.
si on veut le courant, si on ne veut que la tension, si on veut la tension et le courant, si on veut le voltage et la puissance. Bon, voilà, après vous faites comme vous voulez. Le petit truc également à préciser, c'est que l'échelle du courant se règle en même temps que l'échelle de la tension. Donc on ne peut pas avoir des échelles différentes. C'est le petit point négatif. Également, impossible de régler l'échelle de la puissance. Il n'y a pas d'échelle en fait pour la puissance. C'est également un point que je tenais à souligner. Sinon, là on voit que ça fonctionne bien. On peut également zoomer sur les courbes. Donc là, il suffit d'avec 2 doigts de venir zoomer sur le graphique. Ensuite, vous pouvez venir dézoomer. Vous pouvez remettre comme ça. Là, par exemple, on a pu constater que l'AQ venait d'avoir fini son test. En même temps, elle était déjà déchargée de base, donc le test est terminé. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc la puissance tombe à 0, le courant également. Voilà le petit graphique, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, ici, on a un autre paramètre. Malheureusement, je veux dire, je peux mettre quoi que ce soit, rien ne change. Donc visiblement, ça ne fonctionne pas. Après, on a d'autres informations qu'on peut réinitialiser. On a le temps. C'est réinitialisé. Après, on peut également venir réinitialiser la capacité, la partie énergie. Après, également, on peut venir allumer et éteindre la charge depuis directement l'application. Donc, en appuyant sur Entrée. Là, la charge s'est mise en route. On peut l'éteindre également comme ça. Ensuite, on a le paramètre Setup. Donc là, en fait, c'est uniquement pour régler l'incrémentation au niveau du courant dans ce cas-ci. Soit de la tension, de la puissance ou de la résistance. Donc là, par exemple, je suis en regardant la charge électronique, parce qu'il n'y a rien indiqué sur le téléphone. Ça aussi, c'est un petit point négatif. Là, c'est de 10 mA en 10 mA, 100 mA en 100 mA, 1 ampère en 1 ampère et 10 ampères en 10 ampères. Donc il y a cette information-là également qui est précisée. C'est quand même dommage qu'on ne voit pas un petit peu les mêmes informations que sur l'écran de la charge électronique. Parce que là, j'appuie sur le setup, mais je ne sais pas du tout où j'en suis au niveau du réglage de la tension, du courant, tout ça. Je n'ai aucune information à ce sujet. Donc il faut avoir la charge électronique sous les yeux, ce qui est dommage. Bon, sinon, concernant cette petite partie téléphone, je ne vais pas durer plus longtemps, ça ne sert à rien. Là, on a déjà vu les informations, on a vu qu'on pouvait avoir des beaux graphiques. Ce qui fait que si vous mettez en résistance constant, vous allez avoir la tension et le courant qui va fluctuer si vous mettez sur un panneau solaire. Et ça peut être pas mal, pouvoir mesurer la puissance max que vous avez pu avoir. Bon, on se retrouve donc maintenant tout de suite à l'atelier pour la conclusion. De retour pour la conclusion. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur cette charge électronique? En tout cas, mon avis est très positif. Tout ce que je veux faire avec, elle le fait. Donc c'est parfait. Le prix, aux alentours de 24 €. Bon. Après, ceci dit, personnellement, ça me semble convenable. La qualité du câble et des pinces crocodile est, ma foi, très correcte. Je peux vous montrer ça tout de suite, mais déjà, le premier truc qui me dit que la qualité est bonne, c'est que quand on appuie dessus et quand on relâche, ça retombe en face. Ça, c'est déjà un point très important. Bon, après, au niveau du fil, ça aurait été mieux d'avoir un petit peu de silicone. Du fil silicone, ça aurait été le top. Un peu plus long également. Après, rien n'empêche de refaire les câbles, donc de retirer celui-là. J'ai du fil silicone qui traîne et de les refaire par la suite. On a la partie Bluetooth avec une application sur PC, une application sur téléphone qui est plutôt pas mal en tout cas pour moi. Tout ne fonctionne pas parfaitement. Après, on arrive à zoomer sur l'échelle, tout ça, on arrive à faire pas mal de choses. Donc pour faire des graphiques, des courbes, ou même si on laisse tourner le téléphone en même temps que ça tourne la charge électronique, on peut avoir l'évolution, par exemple de la puissance d'un panneau solaire. Encore une fois, je reprends ce cas-ci parce que c'est le cas le plus concret qui me semble valable pour l'utilisation de l'application. Il y a des défauts, je ne dis pas le contraire, mais dans l'ensemble, je suis vraiment très satisfait. Bon, je vais arrêter cette vidéo ici parce qu'elle est beaucoup trop longue. Je parle beaucoup encore une fois. Comme d'habitude, si jamais vous avez la moindre question, vous les posez en commentaire de la vidéo ou sur Discord, il y a en description. Vous pouvez me suivre sur Twitter, il y a en description. Je partage pas mal de choses quand j'y pense, des trucs comme ça, des trucs un peu plus perso, donc n'hésitez pas à me suivre. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, un petit commentaire pour le renforcement et également un petit like. Ça fait extrêmement plaisir, ça me permet de savoir si ce genre de contenu vous plaît. Et si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner avec le bouton qui vient d'apparaître à l'écran. Cela m'aide énormément et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.